Allez, j'appelle tout de suite à mes côtés Anne-Marie Chaud du groupe CETEC. Elle est là, Anne-Marie. Bonjour. Yael Benathan, directrice internationale de l'Arval Mobility Observatory BNP Paribas, mais qui dirige une association autour de la mixité. Elle nous en parlera tout à l'heure. Anne-Sophie Vanhoove, directrice générale du CIC Nord-Ouest. C'est bien ça? C'est ça. Charlotte Pavie, secrétaire générale Banque Populaire, est-elle là? Cécile Rost, Pénélope Groupe, directrice, pourquoi dire, directrice de la communication et du développement RH. Bonjour Cécile. Et Jean Charouin, le directeur général de l'ESCA, la grande école de commerce. Jean, il y aura une étude sur la parité qui sera présentée tout à l'heure par votre école d'ailleurs. C'est très intéressant. Alors, nous allons entrer dans la complexité des entreprises en évoquant le management, le rouage essentiel dans les organisations pour porter évidemment le concept de parité à tous les niveaux de l'entreprise. Après tout, rien ne sert de dresser des grandes lignes directrices et une stratégie d'égalité homme-femme si au niveau du management, au niveau des équipes, au niveau du terrain, cela ne se traduit pas concrètement. Tous les collaborateurs doivent être concernés et notamment le management intermédiaire puisque c'est là que se joue beaucoup d'enjeux. Sur eux, beaucoup de responsabilités, des attentes du sommet et celles de leurs équipes. Il peut y avoir d'ailleurs parfois contradiction entre ce qu'on leur dit de faire et puis ce qui se passe sur le terrain. Alors, je vais vous poser quelques questions simples, mesdames, monsieur, Jean. Mesdames et messieurs. Alors, on va commencer avec vous, Anne-Marie Chaud. On avait préparé, vous savez, on s'était parlé longuement. Vous avez un long parcours dans l'industrie. Vous êtes arrivé dans le secteur du bâtiment après avoir travaillé dans l'industrie. Et vous m'avez dit plein de choses en me disant « Waouh !» il a fallu imposer un certain nombre de choses. Et notamment, vous me disiez quelque chose de manière complètement empirique et intuitive. C'était s'il y a moins de 20% de femmes dans un comité, on n'est pas audible. Donc vous avez ce chiffre de 20% comme ça. Il n'est pas scientifique, mais en tout cas, vous avez constaté à l'allure de votre parcours que s'il n'y a pas un certain nombre de femmes dans les comités de direction et dans les organes de direction, on n'est pas entendu. Alors justement, quel est le rôle du manager dans les organisations pour arriver à distiller, à faire ruisseler cette idée de parité? Alors d'abord, peut-être une illustration du 20%. 20%, c'est une personne sur 5. Et dans une journée de travail, la plupart de notre temps, on le passe avec moins de 5 personnes, 5-6 personnes. Donc, si on est à peine moins de 20%, on n'a personne dans le groupe qui nous ressemble, si on est une minorité de moins de 20%. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'il faut être plus de 20% pour au moins se sentir à plusieurs, se sentir visible. Alors, quel est le rôle, finalement, des managers de proximité? C'est eux que les collaborateurs voient tous les jours, c'est eux qui organisent le travail. Nous, c'était qu'on est un groupe d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on fait les plans, les calculs de tout ce qui se construit, des bâtiments, mais aussi des routes, des voies de chemin de fer, des tunnels, etc. Et nos collaborateurs, ils commencent par travailler, ils travaillent tout le temps sur des projets. Et donc, nos managers, ils sont d'abord managers de projets. Projets qui peuvent être de 2 personnes, 5 personnes, 100 personnes, ça dépend. Et c'est au jour le jour que ces managers, finalement, inculquent les valeurs de l'entreprise. Donc chez nous, c'est particulièrement important. Nos 4 valeurs, c'est l'humain d'abord, et d'abord l'excellence technique, mais l'humain d'abord est très important. Et puis on a une valeur qui est libre d'oser. Et enfin, engagé, intègre et responsable, ça c'est parce qu'on a vraiment à cœur d'être ingénieur et citoyen. Et ces valeurs-là, ce sont les managers de proximité qui les transmettent. Ils ont un rôle essentiel aussi pour influencer les collaborateurs. Alors, vous auriez peut-être voulu que je dise pour donner des directives aux collaborateurs, mais chez CETEC, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on est très décentralisés et chaque collaborateur se fait son parcours, son réseau dans l'entreprise, participe à certains projets, pas forcément avec son manager. Donc, le manager, il est là pour faciliter, pour influencer, pour donner des outils, donner des clés, mais il a un rôle très important qui est celui de choisir ses collaborateurs, de recruter. Donc Oui, parce que concrètement, c'est lui qui va dire banco, avec le CV. Voilà. Donc, on essaye quand même, on est encore une fois très
plat en organisation, donc on donne assez peu de directives obligatoires, mais on essaye d'influencer la culture de l'entreprise pour que chacun ait envie finalement de recruter de la diversité. Mais même vous qui êtes arrivé au poste de directeur général, directrice générale, vous n'avez pas dit attention, on va regarder ça de plus près. Enfin, c'était quand même quelque chose. J'ai essayé d'influencer. J'ai commencé par observer, j'ai vu quelques différences avec l'industrie, et puis ensuite j'ai cherché des alliés dans l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe chez CETEC. Et on a conclu à plusieurs qu'on avait intérêt à influencer dans ce sens-là. Un dernier point, si les managers voient le bénéfice sur leur projet, sur la performance de leur projet, le bénéfice de la diversité, ils n'hésiteront plus. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'on voit concrètement sur le terrain le bénéfice de la diversité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais la diversité homme-femme, c'est la plus accessible parce qu'il y a quand même 50% de femmes, donc on n'a pas d'excuses. Oui, c'est ce que vous me disiez, c'est ce qui est le plus facile à faire, donc quand même. Encore que dans l'ingénierie, c'est compliqué parce qu'on manque de femmes ingénieurs. Il y a un dernier chiffre qui a été publié par la conférence des grandes écoles, puisqu'un tiers, Jean vous confirmerez, c'est un tiers des diplômés ingénieurs sont des femmes, ce qui est la première fois, c'est la première fois qu'on passe le cap des 30%, si j'ai bien noté, donc on va y arriver. Voisine, Yael Benatar. Alors, je disais que, rappelez-moi le nom de l'observatoire que vous pilotez au sein de... L'Arval Mobility Observatory. Bon, ben voilà, tout est dit, si je puis dire. Vous savez. Est-ce que le manager a un rôle aussi déterminant, comme l'a expliqué Anne-Marie, et peut avoir aussi un rôle déterminant? Oui. Alors, on rappelle que dans la banque, en plus, c'est très féminisé. Hein, Oui, tout à fait. Alors, dans la banque, effectivement, il y a, en tout cas dans le groupe BNP Paribas, il y a 52% de femmes, 48% d'hommes. Je suis aussi présidente de l'association BNP Paribas Mixity, qui est une association qui œuvre pour la parité hommes-femmes au sein du groupe. Donc, en fait, la diversité, la mixité font partie intégrante du rôle du manager aujourd'hui. Et en fait, on attend de lui qu'il soit à même d'inclure des personnes qui ne réfléchissent pas de la même manière, qui ne pensent pas de la même manière. Donc ça, c'est des attentes qui proviennent à la fois du top management, mais qui proviennent aussi des équipes et des jeunes en particulier. On attend aussi d'un manager de proximité, puisque effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, le manager de proximité est en contact avec beaucoup de monde au sein de l'entreprise. On attend de lui qu'il porte la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Dans le groupe BNP Paribas, nous avons mis en place un code of conduct qui donne en fait les règles en matière de diversité et d'inclusion. Et on attend aussi de lui qu'il porte les valeurs d'empathie, de bienveillance, de ne pas juger sur la base des différences. Donc en fait, le manager de proximité est mais il est évalué à la lueur de ses contraintes, il est évalué, puisqu'il y a aussi certaines entreprises qui mettent des évaluations là-dessus. Oui, ça fait partie effectivement. Il y a tout un suivi, il y a des formations qui sont mises en place par rapport pour l'application de cette, pour en fait s'approprier ces mesures et pouvoir les expliquer aussi, parce que ça c'est très important. Il faut à la fois que les équipes se les approprient, qu'elles comprennent pourquoi on leur demande en fait pourquoi la mixité est importante au sein de l'entreprise. Donc qu'elles se les approprient, qu'elles comprennent et qu'elles sachent jusqu'où on souhaite aller. En la matière, c'est vraiment très important, puisque comme on l'a dit, comme vous avez pu le voir aujourd'hui tout au long de la journée, la parité, la mixité, la diversité sont vecteurs de performance, tant d'un point de vue financier, mais aussi en matière de créativité, d'innovation. Et quand en fait vous gérez cette inclusion, quand vous avez des collaborateurs qui se sentent écoutés et compris, bien, ils se sentent bien au travail et donc ils travailleront mieux aussi. Donc, votre voisine aussi vient d'une institution financière, d'une banque. Hein. Anne-Sophie Varneau, vous êtes directrice générale du CIC Nord-Ouest. Il y a peu de directrice générale, c'est ce que vous m'avez dit. Et vous m'avez dit, dans la banque, hein, et vous m'avez dit aussi, d'abord, j'ai toujours travaillé dans un milieu de mecs. Ça, vous me l'avez dit. Et d'hommes, vous m'avez dit peut-être. Et vous m'avez dit, mais de toute façon, je compte sur les hommes pour changer les mentalités, parce que nous, le manager de proximité, c'est le directeur de la banque, et vous comptez sur eux pour faire évoluer les mentalités. C'était un peu... Alors, j'ai caricaturé votre pensée, évidemment, pour faire un peu de punchline. Mais je vais rétablir tout ça. Alors, effectivement, au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont je suis directrice générale du CIC Nord-Ouest, qui est l'une des 5 banques régionales du CIC, alors nous sommes quand même, il faut le dire, 3 directrices générales sur les 5 banques du CIC. La 3e étant nommée pour le mois de septembre. Après,
au sein de nos entités, tout confondu, il y a, en tant que directrice générale, il y a 32% de femmes, voilà, dans nos entités. Alors, nous sommes une population très féminine dans la banque, puisqu'on a 57,6% de femmes dans la banque, mais c'est vrai qu'on est sur un management qui est encore extrêmement masculin, puisque seulement 39% de nos managers de proximité, donc essentiellement les directrices d'agence, donc sont des femmes, 39% de femmes en tant que directrices d'agence. Et en 2013, nous avions 33%. Donc on a progressé, mais il y a encore du travail dans ce domaine. Nous avons mis en place depuis 2 ans, dans le cadre de nos formations, mais aussi de l'école des directeurs et des directrices, et c'est ça dont je vous parlais également, qui est un peu la pierre angulaire chez nous, du dispositif de formation pour accéder à ce poste. Nous avons mis en place des sessions, il y a 15 sessions par an, à peu près, 12 à 15 selon les années, et aucune session, aucun parcours ne démarre sans qu'il y ait au moins 50% de femmes. Donc on travaille en ce sens, et on le voit d'ailleurs, on bouge les lignes, puisque depuis 2 ans, nous avons nommé 53% de femmes, y compris dans les CODIR. Voilà. Il y a encore du travail, mais ça pivote. Il faut contraindre un peu, c'est ça, avec des moyens un peu subtils, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas la parité, on ne commence pas la formation. Exactement. Et on encadre aussi beaucoup tout ça de formation. Et je tiens à dire que cette formation, elle est à la fois pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'on ne cherche pas à cliver les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. C'est, à mon avis, extrêmement contre-productif. Au contraire, on accompagne tous nos managers, qu'ils soient hommes ou femmes. Ben, il faut de toute façon, hein, on ne va pas les laisser tout seuls, puisque c'est un peu ça dans les entreprises. On a laissé beaucoup les managers de proximité se débrouiller un peu seuls. Hein. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut à chaque fois avoir une béquille, un appui méthodologique ou un appui en ressources, j'imagine. Nous avons des parcours à chaque étape pour le management. Donc l'école des directeurs et des directrices, je vous l'ai dit, mais aussi des parcours pour les nouveaux managers, des revues de potentiel avec des parcours pour les potentiels, parce que l'histoire de la parité et du management de proximité dans la parité se prend assez tôt quand on a des revues de potentiel. Et donc on croit beaucoup à ça. On a mis en place ça depuis 2 ans, où en fait des collaborateurs ou des collaboratrices de moins de 35 ans sont repérés et accompagnés dans le cadre de formation pour les faire évoluer plus tard. Et ça va jusqu'à un parcours leadership qui effectivement est destiné à nos futurs managers de CODIR ou de direction générale. Ce que vous dites en fait, c'est quand on veut, on peut. Hein. De toute façon, il n'y a pas... Exactement. Votre voisine Charlotte Pavie, aux Banques Populaires, même question, le manager de proximité aussi, là, son rôle est plein et entier. Oui, je pense que dans les 3 banques qu'on représente, on a à peu près le même contexte avec beaucoup de femmes qui sont collaboratrices. Et puis plus on monte, moins il y en a à toutes les strates managériales. Même si on pourra revenir dessus, nous, Banque Populaire Rive de Paris, on a une présidente du conseil d'administration, donc une femme. On a 50% dans notre conseil d'administration. Et on a 30% déjà dans notre comité de direction, donc 2 sur 6. Donc ça vient déjà d'en haut. Mais la question, c'est plutôt sur le management de proximité. Donc je pense, comme ça l'a déjà été dit, on a beaucoup travaillé sur notre culture managériale. Donc là, c'est une formation qui a été commune à tous les niveaux, de tous les managers, proximité, mais aussi d'encadrement. On a travaillé sur les missions du manager, ce sont des missions communes à tous les niveaux, et on a travaillé sur les postures, en mettant en avant un rôle important qui est quand même de chaque manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs, et sur toutes les postures qui sont très orientées sur les soft skills, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements, le savoir-être, qui sont des éléments favorables à la détection des talents, la détection des potentiels féminins, mais aussi masculins. Et puis c'est surtout après de travailler sur un environnement qui est favorable à la parité. Je pense que c'est important que tous les managers hommes-femmes travaillent sur la mixité au moment du recrutement, donc avoir autant d'hommes et de femmes candidats. C'est aussi important de travailler sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle à tous les niveaux du management. Et puis encore une fois, c'est travailler sur les parcours professionnels. Et là, c'est détecter, mais c'est aussi pousser peut-être un peu plus les femmes que les hommes à oser. Et donc ça, c'est
tous les managers qui doivent se mettre dans cette posture de détecter et de donner envie à des femmes d'aller plus loin. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut un peu d'incitation. C'est peut-être aussi ça qu'on a raté peut-être le coche, c'est de dire allez plus loin et cherchez plus loin si vraiment vous n'avez pas trouvé ou s'il n'y a pas un talent que vous avez, qui vous a échappé. Oui, mais c'est ce qu'on travaille dans le rôle du manager, mais c'est aussi tout le système que notre groupe, en tout cas, je pense que c'est la même chose dans les autres groupes bancaires, hein, avec des réseaux qui permettent de développer le mentorat. Alors, on est plutôt en faveur d'un mentorat mixte, hein, qui est l'objectif de détecter, de donner envie, même si le coup de pouce peut être un peu plus fort pour les femmes. C'est aussi inscrire dans les parcours de formation autant d'hommes que de femmes, les encourager à aller toujours plus loin. Mais c'est ce petit coup de pouce qu'il faut que chaque manager fasse un peu plus vers les femmes parce qu'il y a quand même un peu plus de contraintes dans l'environnement qui font que naturellement les femmes y vont moins. Une question que j'aurais pu poser d'ailleurs à ces dames aussi. Est-ce qu'on accélère? Parce qu'en fait, les 30% dans les COMEX, les 35%, est-ce que vous avez le sentiment que ça va plus vite là sur ces derniers temps? Alors personnellement, oui, mais c'est quand même sous vigilance parce que sans tout cet environnement qui le soufflet peut je retomber. pense que le soufflet peut vite retomber et je pense que dans tous les groupes bancaires, vous avez quand même un enjeu au niveau des comités de direction. Alors Madame Rixin pousse, mais on a quand même un enjeu dans les comités de direction. Il y a moins de femmes directrices générales, donc il faut aussi travailler les rôles modèles hein, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui montent au-delà de directrices d'agence sur tous les niveaux managériels. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du boulot et on ne lâche rien. C'est ça, voilà. Cécile Rost, alors, vous êtes dans une activité éminemment féminine, hein, si je puis dire, et pour autant, vous êtes confronté sans doute aux mêmes problématiques et aux mêmes sujets. Alors, pour autant, non. C'est-à-dire que nous, chez nous, sommes... Alors, on est toujours un peu le vilain petit canard hein, depuis qu'on participe aux assises de la parité. Moi, j'ai un sujet de parité inversé. Ça marche aussi. Hein, ah oui, non, mais aujourd'hui, contre, hein. Alors effectivement, Gilbert, vous avez raison, nos métiers sont historiquement, mais j'ai presque envie de dire culturellement ou dans l'imaginaire collectif, hein, des métiers féminins. Et aujourd'hui, je vais juste vous donner 2 chiffres. Chez nous, 85%, pour pas dire plus, de notre encadrement intermédiaire est strictement féminin. Et c'est un problème. Enfin, c'est le même sujet, mais en creux. Nous avons beaucoup de mal à attirer et à mettre en place des incitations, des programmes de formation aussi pour nos collaborateurs de terrain, hommes. Parce que le deuxième chiffre hein, que je voulais vous livrer et qui finalement est presque le creuset finalement de cette situation, c'est que historiquement, notre management intermédiaire vient du terrain. Aujourd'hui, 90% de notre encadrement intermédiaire vient du terrain. Donc si vous mettez bout à bout un métier historiquement féminin, une politique d'évolution interne, de formation des collaborateurs importante, qui font que nos responsables d'agence, nos directrices régionales, notre directrice des opérations ont commencé sur le terrain. La manière dont nous avons, nous, décidé d'essayer de travailler sur la parité, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait au niveau du terrain, en masculinisant nos effectifs. Alors, on est encore très loin de nos objectifs, puisque aujourd'hui, nous n'avons que 20% d'hommes dans nos effectifs de terrain. On est parti de très très loin. Il y a 10 ans, si nous avions 5% d'hommes dans nos effectifs, c'était le bout du monde. Et la plupart de ces hommes ne venaient pas pour faire carrière. Ils venaient pour un petit boulot en attendant. Ce qu'on a fait depuis 10-15 ans, c'est que d'une part, on travaille à montrer que nos métiers ne sont pas des jobs, mais ce sont de vrais métiers avec des vraies perspectives de carrière, avec de vraies perspectives d'évolution. Et le deuxième axe, c'est effectivement d'attirer, mais c'est un peu un corollaire du premier axe, à vrai dire, d'attirer plus de garçons dans nos effectifs. Donc ça, c'est une des premières raisons. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Vous avez le sentiment que vous avez les mêmes difficultés de vouloir attirer plus de garçons et vous plus de... De notre côté, on travaille à avoir un équilibre dans le recrutement parce qu'on avait la même problématique. Alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais il y a quelques années, on recrutait 70% de femmes dans les agences bancaires. Et là, on est satisfait d'arriver à 55%. Alors nous, on n'a pas vraiment ce problème puisque je vous indiquais qu'on avait 57,6% de femmes au sein du groupe. Toutefois, on a un sujet quand il s'agit de manager. Parce que nous sommes sur des banques à réseau avec une mobilité qui est aussi géographiquement importante potentiellement.
Et on sait très bien qu'un déménagement pour une mobilité professionnelle, eh bien, en général, c'est 75% conduit par des hommes et le conjoint, la femme en l'occurrence, qui suit son mari. Donc on essaye de travailler sur une typologie d'évolution de carrière pour le management pour les femmes en proximité de là où elles travaillent. Finissez, Cécile, pardon. Non, mais je vous en prie, c'est c'est intéressant de rebondir. Et la deuxième raison, donc il y a cette raison, on va dire métier, donc ce gros travail sur la représentation des métiers. La deuxième raison qui rend un petit peu difficile, j'allais dire la masculinisation, parce que chez nous la parité c'est dans ce sens-là. Alors je n'aurais pas parlé du syndrome du scarabée devant vous, mais quelque part il y a un petit peu de ça quand même. C'est-à-dire que nos directrices régionales, c'est elles qui font évoluer leurs collaborateurs vers des postes de responsables d'agence. Elles ont tendance, parce qu'on a tous, on va dire, ces biais cognitifs qui font que dans nos recrutements, on va essayer, ou dans la manière dont on repère, on a plus facilement tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent. Donc, on mène un gros parcours, un gros travail d'accompagnement de nos managers aussi pour leur dire enrichissez-vous de la différence, allez chercher d'autres profils, n'ayez pas peur. Ça n'est pas parce qu'une fois, vous avez recruté un directeur régional et que ça s'est mal passé, ce qui a été le cas, j'en suis navré, mais ça a vraiment été un hasard, qu'il faut absolument aller chercher des gens qui vous ressemblent. Nourrissez-vous de la différence. On sait se nourrir, on se nourrit, nous, historiquement, de la diversité au sens large, avec des programmes d'inclusion, j'allais dire, très, très importants. Eh bien, allez chercher aussi les hommes, allez chercher des collaborateurs qui ne vous ressemblent pas nécessairement, mais qui sauront vous enrichir. Jean Charouin, alors vous formez les managers, puisque vous dirigez une grande école de commerce. Alors, est-ce que les nouvelles générations, elles seront plus ouvertes d'esprit, on l'espère, puisque de toute façon, elles sont en quête de sens, dit-on, et elles attendent beaucoup des entreprises. Peut-on attendre d'eux-mêmes qu'ils aient une nouvelle vision? Est-ce que vous avez changé de manière, finalement, de préparer ces futurs managers? Alors, est-ce que les nouvelles générations ont intégré ces éléments? Bien évidemment. Après, je pense que les piqûres de rappel sont jamais inutiles, voire les actions presque, sans dire coercitives, volontaires de notre part. C'est-à-dire que je crois que laisser l'initiative, on pourrait prendre le cas de la vie étudiante, de la vie associative, si la direction de l'établissement n'avait pas poussé davantage vers une prise de responsabilité, je dirais, plus équilibrée au sein des bureaux associatifs entre présidence, secrétariat, vice-présidence, parce qu'à un moment donné, on pouvait avoir cette parité, mais pas sur les fonctions. C'est-à-dire qu'on avait pas mal de présidents et beaucoup de secrétaires au sens féminin du terme au niveau des associations. Et ça a pas mal évolué, mais parce qu'il y a eu des initiatives dans ce domaine. Ensuite, je dirais que c'est un combat permanent, mais je dirais qu'il est multifactoriel. Bien évidemment, dans le terme des enseignements, alors ça peut partir directement depuis les enseignements fondamentaux, revenir sur des cours de philosophie, de sociologie, avoir une approche assez systémique des enjeux du genre dans les organisations. Après, bien évidemment, dans les cours de management plus avancés, c'est tout ce qui tourne autour du leadership. On ne peut pas aborder la question de la parité sans aborder la question du leadership, soit en tant que personne qui favorise la parité, soit en tant que personne qui souhaite s'affirmer dans une organisation pour faire valoir son droit à évoluer ou prendre des responsabilités. Ensuite, je pourrais faire presque une distinction entre de la formation initiale et de la formation plus exécutive, formation continue. Et là aussi, on voit bien des enjeux de disparité en ce qui concerne la parité. Sur les publics que nous recrutons jusqu'à présent sur du post-baccalauréat, autant dire que nous sommes entre 45 et 50% de féminisation dans nos enseignements. Selon les programmes, on pourrait monter peut-être à 55%. Même si la réforme du baccalauréat, mais ça c'est un autre sujet, ne favorise pas forcément les profils un peu matheux dont on a parfois besoin dans nos enseignements et qui sont incontournables. Là où on peut avoir une forte disparité, c'est entre autres sur des formations continues pour adultes. Et c'est la raison pour laquelle, de façon assez volontaire, et je dirais que ça a été possible parce qu'on a eu 2 personnes au sein de l'ESCA qui ont travaillé sur ce dispositif. C'est le lancement d'un nouveau MBA avec l'École nationale supérieure des arts et métiers. C'était 2 femmes, notre doyenne du corps professoral qui est présente et notre directrice d'ESCA Online Campus, qui ont justement imaginé un MBA qui, bien sûr, répond aux enjeux des grandes transitions économiques, technologiques, environnementales et sociétales,
mais aussi en adaptant le format pour en faire un MBA family friendly. C'est-à-dire qu'un des gros enjeux, c'est aussi de pouvoir accompagner des personnes qui souhaitent se former au-delà de leur place dans le cercle familial. Et c'est-à-dire de pouvoir concilier un apprentissage tout au long de la vie avec une formation sur site, en présentiel, en temps partagé, et partagé aussi entre l'homme et la femme. Un MBA family friendly, c'est la première fois que j'entends ça. Alors ça, Jean, Ah mais on innove à moi l'ESCA. j'ai fait un MBA sur son CV family friendly. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas qu'il soit c'est family pas la friendly. discipline. Enfin, c'est pas l'objectif thématique du MBA qui est sur les transitions, mais en revanche, on le souhaite family friendly pour que justement les participants soient 50-50 hommes-femmes. Mais ça se joue en tout cas effectivement. D'ailleurs, les nouvelles générations réclament leur position dans l'entreprise. Vous parliez de leadership. Les jeunes diplômés des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce leur revendiquent leur position, quel que soit le sexe d'ailleurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça aussi la nouvelle génération. Bah oui, et puis de toute façon, alors tout à l'heure, je voulais rebondir sur une chose, hein, c'est que de toute façon, à tout moment de sa vie, surtout si on souhaite à un moment ou à un autre prendre des responsabilités, on doit être manager de proximité. Donc je dirais que la question du management de proximité, elle se pose pour tout le monde. Et puis je dirais que même quand on est avec son comité de direction, j'espère avoir un minimum de proximité, même si le télétravail et le distanciel ou les flex-office, on fait en sorte de créer un peu un écart. Mais maintenant, pour revenir à votre question, bien évidemment, tous les métiers s'adressent à tout le monde, toutes les responsabilités. Et je dirais que de ce point de vue-là, il y a eu de vrais progrès. Il y a un sujet sur lequel je pense qu'il y a encore un grand combat, et on l'a vu la semaine dernière avec le salon Vivatech, c'est que la féminisation de l'entrepreneuriat technologique est encore trop faible. Ah bah oui, carrément. Et ça, là, il y a un gros enjeu, parce que indirectement, hein, ça prouve aussi que les personnes qui portent les projets entrepreneuriaux, qui sont des projets de transformation de l'économie et de la société, sont pas forcément ceux qui sont imaginés par des femmes, pour des femmes, ou en tout cas pour l'ensemble de la population. Et j'imagine qu'en les accompagnant davantage, et c'est pour ça qu'on souhaite soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin, ça va favoriser aussi justement ces projets de transformation économique, sociaux et sociétaux qui tiennent compte de la parité. Bon, on parle, mais parce que c'est passionnant. Anne-Marie, il y a une question qu'on va aborder, que je comptais aborder un peu plus tard, mais tout de suite, parce qu'il nous reste trop peu de temps. Les écueils et les bonnes pratiques, parce qu'on est là pour partager. Sur quoi vous êtes craché, sur quoi vous avez réussi quand vous avez pris la direction d'entreprise? Alors, bon, chez nous, il n'y a pas de changement sans la culture, puisque c'est pas assez peu hiérarchique. Et chez nous, on a deux enjeux sur la culture de la parité. Le premier, c'est la faible pourcentage de femmes dans la population totale. On n'est que 35% de femmes dans l'entreprise. Et au niveau direction, 15% dans les niveaux exécutifs. Donc, je vais envie de dire, c'est physique, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a un deuxième enjeu, c'est que nous évoluons essentiellement dans le milieu du BTP. Et donc, la culture interne de l'entreprise, elle ne peut pas ne pas être influencés par la culture externe de nos clients, de nos partenaires, etc., des chantiers. Donc, les écueils, c'est d'oublier qu'on évolue dans un environnement et ne pas prendre ça en compte, ne pas prendre soin de nos managers de proximité, justement, en évitant de leur donner des injonctions contradictoires, des choses impossibles à faire. L'écueil, c'est de penser que tout peut se faire en 24 heures, juste en fixant des règles du jeu. Ça ne suffit pas. Il faut fixer un cap quand même. Il faut fixer un cap, il faut influencer en montrant l'avantage et en montrant l'inconvénient de ne pas le faire. Dans un enjeu actuel de guerre des talents, je pense que c'est assez évident pour nos managers. Et par contre, les bonnes pratiques, c'est non seulement de recruter, on en a parlé tout à l'heure, d'essayer d'attirer les femmes. On a énormément de possibilités d'aller dans les écoles, influencer les jeunes filles vers les formations scientifiques et techniques, qui sont notre vivier principal. Et encore une fois, nous, on est 35% chez CETEC, mais il n'y en a que 30% qui sortent des écoles. Ça, c'est un premier levé. Mais ensuite, une fois qu'elles sont rentrées, le point super important, c'est qu'elles se sentent bien chez nous. Et ça, ce n'est pas évident, dans le milieu du BTP en particulier. Et donc, il y a toute une série de stéréotypes à déconstruire chez les gens qui sont déjà là, chez les nouvelles recrues. Et finalement, la méthode qui a le mieux marché pour nous jusqu'à présent, c'est de libérer la parole, d'en parler. Alors, on a fait un certain nombre de sensibilisations sur le sexisme ordinaire, mais plus largement sur le racisme ordinaire, enfin, toutes sortes de discriminations. Et puis,
on est quand même très attentif à tous les signaux faibles, parce que mine de rien, il y en a toujours. Et il faut traiter les situations une par une, prendre soin des hommes, très important de prendre soin des hommes, pour éviter d'avoir une espèce de raz-de-marée artificiel. Ça, c'est vraiment très important. Bon, on a longtemps pris soin des hommes quand même. Enfin, on est là pour essayer. Yael, même question pour vous. Les écueils et les bonnes pratiques, peut-être que ça nous serve d'exemple. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe BNP Paribas a mis en place un cadre, donc the Code of Conduct, qui permet en fait de définir les règles en matière de diversité et d'inclusion. La diversité et l'inclusion ont aussi été intégrées dans le recrutement, avec une attention particulière portée aux métiers dans lesquels les femmes sont sous-représentées, comme l'IT. La rémunération, avec une enveloppe égalité hommes-femmes pour rétablir les inégalités, avec des programmes de talent pour les femmes, une gestion de carrière avec des programmes dédiés aux femmes pour accélérer en fait les carrières et avoir plus de femmes à des postes de senior manager. Nous avons aussi des objectifs en termes de femmes dans le membre de COMEX et à des postes de senior manager, avec un objectif à 40% d'ici 2025, et bien évidemment on vise la parité à terme. Le groupe BNP Paribas a aussi été la première entreprise du secteur financier à signer en 2019 la charte Jamais sans elle. Voilà, en matière de bonnes pratiques, les écueils, c'est que bien évidemment le chemin est encore long. Des engagements ont été pris, des actions concrètes ont été mises en place, mais la diversité et l'inclusion sont des sujets quotidiens, de longue haleine, sur lesquels il faut toujours travailler plus et travailler encore. Et bien évidemment, le groupe BNP Paribas peut compter sur ses réseaux de collaborateurs, comme l'association BNP Paribas Mixity, qui œuvre donc pour promouvoir l'égalité homme-femme, accompagner les femmes, les sensibiliser. Anne-Sophie, vous m'avez évoqué la culture de la preuve quand on en parlait, c'est-à-dire qu'on arrête le blabla. Alors pardon, hein, Yael, c'est pas contre vous, je dis ça, oh là là. C'est simplement. J'espère bien. Mais voilà. Ça s'est passé comme ça et ça doit se passer. Effectivement, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc première banque entreprise à mission et très tournée vers le mutualisme de la preuve. Donc nous avons souhaité prendre des actions très concrètes en dehors de la formation, du mentorat dont je parlais tout à l'heure. Et parmi celles-ci, je pourrais en citer 3 très rapidement. Donc nous avons gommé toutes les inégalités salariales en consacrant l'année dernière 0,5% de notre masse salariale à gommer les inégalités. C'est-à-dire que vous avez remis tout le monde au même niveau. Oui, tout à fait. Vous avez vu quand même le chiffre ce matin, 15% d'écart encore parmi les cadres. Ça vient d'être publié. Aujourd'hui, pas chez vous, hein, je dis simplement d'un point de vue macro. Dans le groupe, nous avons en février 2022 signé un accord avec nos organisations syndicales pour consacrer 0,5% de notre masse salariale, soit 9,4 millions, à gommer les inégalités salariales. Et donc, nous avons plus de 4000 collaborateurs et collaboratrices, puisque ça a aussi bénéficié à des hommes, puisqu'il s'agissait de gommer ces inégalités dans des catégories professionnelles bien déterminées. Et aujourd'hui, en 2023, nous n'avons plus qu'une quarantaine de postes en écart que nous allons traiter cette année. 40, ça va. Voilà. C'est dans le... Absolument. Donc, on a beaucoup progressé. Et puis, peut-être 2 initiatives qui nous tiennent à cœur, en dehors de ce qui a été dit. C'est que nous avons rejoint en janvier de cette année le collectif Stop, donc, qui lutte contre les discriminations et contre le sexisme ordinaire au travail. Nous avons été parmi les partenaires principaux et fondateurs. Et également, j'ai entendu ce matin Alexa Barrier, qui est une grande navigatrice, comme vous le savez, et qui va faire son premier tour du monde avec un équipage 100% féminin. Eh bien, nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale via le CIC, le partenaire fondateur qui accompagnons The Famous Project avec Alexia Barrier. Voilà. L'idée étant, en dehors effectivement de ce qu'on peut en interne véhiculer et mettre en place, de aussi donner des exemples et de les accompagner. Charlotte, pareil, les écueils, les bonnes pratiques. L'écueil numéro 1, c'est
considérer que tout est bon et qu'il n'y a plus rien à faire. Je pense que ça, c'est quand même le premier point, c'est de se dire... Never il give up, ne jamais lâcher. ne quoi. jamais lâcher. Et puis après, les bonnes pratiques, c'est au-delà de tout ce qui a été dit sur les dispositifs que je pense qu'on met tous en place. C'est la preuve, c'est être concret. Donc concret, je l'ai dit tout à l'heure, nous, c'est une femme présidente de notre conseil d'administration. 50% de nos administrateurs sont des femmes. C'est aucune équipe qui est non mixte. Donc même dans les métiers qui sont considérés soit plutôt masculins, soit plutôt féminins, on a des équipes IT qui sont mixtes. On a Salle des marchés, parce que c'est vous, Sophie, qui me dit, vous aviez commencé dans la finance, c'est ça, il n'y avait Oui. que des hommes dans la salle En des salle marchés. des marchés, Ouais. chez BNP d'ailleurs. Voilà. On a des hommes à la communication, on a des hommes dans les métiers RH qui sont traditionnellement plutôt féminins. Donc ne rien lâcher aussi sur ces preuves, c'est permettre à des femmes et à des hommes d'être à temps partiel en étant manager. Voilà, c'est un certain nombre d'actes comme ça qui doivent rendre concret. Il faut avoir un tableau de bord quand même, savoir quel secteur, quel domaine, quelle fonction, quelle direction il faut ajuster. On est un réseau de banques coopératives régionales, donc on reste des PME. Banque Populaire Rive de Paris, c'est 2500 collaborateurs, donc ça se pilote. C'est Il easy. n'y a pas de difficulté de tableau de bord de ce côté-là. D'accord, bon, je fais confiance de toute façon. Non, j'ai pas le choix. Cécile. Alors nous, l'écueil principal, il est, je vais rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure, à l'inverse, en disant que le BTP est un secteur éminemment masculin et qu'il ne faut pas oublier son environnement. Nous, c'est, comme vous l'avez compris, l'inverse, mais c'est important à prendre en compte parce que nos codes et les codes de nos métiers sont ce qu'ils sont, et vouloir faire entrer, j'allais dire, au forceps, si vous me passez cette expression-là, des hommes dans nos échelons de management pourrait être assez contre-productif. Maintenant, on croit nous aussi beaucoup à la preuve et on essaye, et depuis quelques années, quand on a un poste qui se libère sur un poste de responsable d'agence, notamment, qui est notre niveau de management, j'allais dire, intermédiaire le plus répandu, d'essayer d'aller montrer que des hommes peuvent y arriver. Donc là, nous en avons intégré, alors c'est pas beaucoup, mais 2 très récemment, et du coup, on les accompagne différemment. Je ne dirais pas qu'on les accompagne plus ou moins que leurs homologues femmes, mais on les accompagne différemment pour qu'ils puissent aussi prendre la mesure de ce qu'est un environnement ultra féminin et de ne pas tomber dans certains travers, j'allais dire, assez naturels. Donc, un programme d'accompagnement spécifiquement dédié à ces managers hommes. Ouais. Juste, pardon Anne-Marie, je vous en prie. Je voulais juste réagir parce qu'on est un peu symétrique, et donc c'est important. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut ne rien lâcher dans l'objectif et mesurer. Ça, c'est absolument certain. Et je suis aussi très d'accord sur le fait que les managers de proximité, on va dire du sexe minoritaire, donc chez nous, c'est les femmes, et chez vous, chez les hommes, ils sont clés, mais ils ont aussi un rôle extrêmement difficile. Et donc, chez nous, les femmes managers, nous les accompagnons très spécifiquement parce qu'elles ont une exposition qui peut les conduire à très vite un sentiment d'échec. Et il faut contrer ça. Et vous-même, vous avez été regardé sous le microscope quand vous avez pris la tête. Parce que vous êtes tombé dans une société où on n'attendait pas une femme à la tête de la direction. Probablement pas. Je regarde mon président. Je pense que Ah ouais, j'ai en il est où, partie le été président choisie pour ça. Alors, donc, Ah ouais. mais je pense que c'est finalement presque plus facile d'arriver directement à un poste de direction générale parce qu'on a déjà sa légitimité. Alors que quand on est promu manager de proximité, ce syndrome de l'imposteur peut s'imposer très très vite chez des femmes qui finalement n'ont pas de rôle modèle, qui copient les comportements des managers qu'elles ont vus avant, qui étaient des hommes, et donc ça sonne faux. Et donc l'échec est presque plus probable, enfin le premier échec est presque plus probable que chez un homme. Donc il faut encourager, il faut soutenir, et on y arrive. De toute façon, le syndrome de l'imposteur, tout le monde le ressent. Le plus grave, c'est le syndrome de l'imposture chez ceux qui ne mériteraient pas le job. Jean, c'est vous qui allez conclure cette table ronde. C'était passionnant. Enfin, franchement, on a dit que des choses intéressantes. Jean, les nouvelles générations qui arrivent en poste sont dans cette attente d'équilibre. D'abord, vie professionnelle, vie privée, et puis cet équilibre de population entre les hommes, les femmes, les genres, toutes les couleurs, si je puis dire. C'est ça, au fond, que les nouvelles générations attendent. Ça signifie une chose, c'est qu'un projet éducatif doit être systémique, global. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'aborder uniquement à travers des enseignements. Il va falloir qu'il y ait un écho à travers la vie dans les activités associatives, dans les stages ou les périodes d'alternance, et c'est là où les retours d'expérience sont importants.
Et puis également à travers aussi le principe d'exemplarité, c'est-à-dire que c'est en mettant en avant des personnes, alors entre autres des femmes, si on parle du cas de la parité dans nos organisations la plupart du temps, eh bien ça a été le cas l'année dernière avec notre remise des diplômes, avec Véronique Faujour qui était secrétaire générale de CASA, qui a parrainé notre dernière promotion. Et c'est à travers des exemples aussi qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Et évidemment, c'est un exemple qui doit être martelé régulièrement dans les propos de tous les collaborateurs de l'école, hein, puisque nous sommes tous au contact des étudiants, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit les responsables de programme ou éventuellement les personnes qui sont parfois des coureurs de transmission très importantes, tout l'encadrement administratif, les personnes qui font l'accompagnement des étudiants pendant leur stage. Et quand la direction des relations entreprises, parce que vous avez un directeur ou une directrice, je ne sais pas, des relations entreprises, va voir les recruteurs, parce que toutes les banques sont aussi à l'ESCA, HEC, dans les écoles, pour dire on veut recruter vos jeunes diplômés, vous leur dites d'accord, mais c'est compétences, diplôme égal, salaire égal. Est-ce que vous avez des attentes fortes ou vous leur dites, vous leur faites remonter, vous leur faites remonter De toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que là, je vais prêcher des personnes convaincues. De toute façon, les organisations attendent des personnes compétentes et qui répondent à leurs enjeux de transformation. Donc, si elles commencent à avoir un biais de recrutement, c'est tout simplement prendre le risque de passer à côté de 50% des cerveaux de la planète. Après, je laisse cette liberté. Nous ne pouvons pas forcer les entreprises à recruter tel ou tel profil. Après, l'intelligence à peu près étant répartie uniformément dans la population, comme le disait Descartes, a priori, on va faire en sorte de miser sur tous les cerveaux de la planète, ceux des femmes, des hommes, et puis des différentes personnes issues de la diversité. Je pense que c'est dans notre intérêt collectif et stratégique. En tout cas, il y avait beaucoup d'intelligence aujourd'hui sur cette scène. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Serre-toi, Gilbert. Avec le député Viry et les jeunes. Merci beaucoup pour la suite de cette journée. Nous avons beaucoup parlé des choses qui se font aujourd'hui dans les entreprises. Nous allons parler de ce qu'attendent les jeunes. Et pour ce faire, Gilbert, je vous garde sur scène et nous allons accueillir monsieur le député Stéphane Viry, député de la première circonscription des Vosges, ainsi qu'un certain nombre de jeunes de Centrale Supélec, de l'ESCA, de l'EDEC et de Collège de Paris. Monsieur le député. Comment ? Oui, je pense que je sais que eux disent un peu des trucs. Allez, asseyez-vous vite. Est-ce que Lutèce, Bio et Ibiza Namish de Centrale sont là? Ouais, je sais pas où ils sont. Est-ce que Capucine et Paul de l'ESCA sont là? Est-ce que Amina, Ouais, Centrale Camille Supélec, ils étaient là. Suarez et Lina sont là? Voilà. Est-ce que le député est là? Oui. À la place de Paul, c'est Mehdi. Et si on ne me prévient pas, comment veux-tu que je le sache? À la place de Paul, c'est Mehdi. Voilà. Alors, ah oui, on a un député quand même. Stéphane Viry, des Vosges, de la Commission des Affaires sociales. 15 minutes, un petit quart d'heure pour faire parler la jeunesse. Mais j'avais plus de jeunes prévus, moi, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque un jeune. Bon, je vais m'asseoir avec vous, après tout. C'est Centrale qui n'est pas là? Ah bon, Centraliens ne sont pas là. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cet échange, monsieur le député? Moi, beaucoup d'idées. Des idées. En fait, a priori, c'est moi qui dois répondre aux questions, mais je préférerais l'inverse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire demander à la jeunesse des idées pour réussir à aller au-delà de ce qu'on a cherché à faire par la loi ou par le règlement ou par certaines bonnes pratiques. Donc, je vais tenter d'apporter des éléments de réflexion sur la situation actuelle, sur des perspectives, mais c'est surtout écouter, m'inspirer. Mehdi, puisque c'est pas Paul, c'est Mehdi. Exactement. Voilà. Tu es en quelle année? Je suis en 5e année à l'ESCA, je suis en train de terminer tout doucement là. Et quelle spécialité? Du finance et du risque de management. Great. Great. Finance responsable, j'espère.
Oui. Pas bien. On... Allez, On écoute. question for the deputy. On dit deputy en anglais? Oui, pour the... French. Ah, question pour le député. Très bien. Alors, comme ça a été mentionné tout à l'heure, donc on a réalisé une étude de notre côté afin de justement faire ressortir les attentes des étudiants. Et donc, notamment, une des choses qui est vraiment ressortie, c'est comment est-ce que finalement, dans nos processus de recrutement en entreprise, on garantit une parité et une équité dans les recrutements qui sont menés, dans les processus. Et notamment, une des idées qui était ressortie, c'était de faire finalement des CV qui étaient non genrés. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui, selon vous, serait applicable ou pas? Est-ce qu'on peut le réguler ou non? Et est-ce que même pour vous, c'est juste quelque chose de pertinent? En tout cas, ça me paraît être une très bonne piste. Alors peut-être, sans être trop technique ou trop long, un élément. Pour faire bouger les lignes, il y a deux leviers. Soit le levier, c'est la loi qui va poser un cadre, peut-être des contraintes. Ça a été fait depuis plusieurs années. L'index sur la parité. Christine Lagarde, qui est comme une femme qui est montée en compétences et en responsabilité, considère, elle, effectivement, qu'on n'échappera pas pour faire bouger les lignes à des mesures contraignantes et coercitives. Le deuxième levier, c'est de partir davantage sur des pratiques. C'est-à-dire qu'on confie aux branches professionnelles, au dialogue social, le soin d'organiser au mieux le fonctionnement des entreprises, notamment le recrutement, des ressources humaines dont ils ont besoin, en intégrant des éléments, des critères qui permettent soit de lisser, soit de gommer, soit de promouvoir. Moi, par nature, je crois beaucoup au dialogue social. Moi, je serais assez favorable à ce qu'il y ait dans les mois à venir cette obligation qui soit déclinée. Je rappelle simplement qu'au moment d'une autre réforme des retraites, ça a été notre actualité, soit directe, soit indirecte, en 2010, il avait été obligé pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises en France, l'obligation de prévoir des modalités pour l'égalité femmes-hommes. Je regrette que dans cette réforme sur les retraites, ça a été une réforme un peu sèche, uniquement sur une question de financement, et qu'on n'ait pas cherché à faire bouger la société sur ces sujets-là. En tout cas, pour répondre à votre question, davantage de dialogue social, effectivement, des bonnes pratiques au sein même des entreprises. Monsieur le député, vous avez vu combien de personnes il y a autour de vous? Nous avons 15 minutes. Si je divise simplement, vous ne pouvez pas répondre aussi longuement à chaque question. Mais voilà. Les questions sont vastes et intéressantes, monsieur l'animateur. Allez, commencez, vous passez le micro à votre voisine, on va recommencer à la droite de Mehdi. Vous vous présentez comme ça et puis vous posez votre question. Donc bonjour à toutes et tous, moi c'est Ipti Samami, je suis étudiante à Centrale Supélec. J'ai participé dans la journée pour une étude où j'ai eu la chance d'être intervenante auprès de Junior Centrale Supélec. Et donc moi la question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de constats au cours de cette journée, on s'est rendu compte des conséquences de certains choix et certaines réformes. Vous avez parlé de la réforme des retraites, mais j'aimerais qu'on revienne sur la réforme du bac, parce qu'on a vu que par exemple... ça avait diminué de 28% le nombre de femmes qui avaient fait plus de 8 heures de mathématiques en classe de terminale. Et je voulais savoir s'il y avait des correctifs qui pourraient être apportés à cette réforme, ou est-ce que les effets de cette réforme n'auraient pas pu être anticipés concernant la parité dans le secteur de l'ingénierie. Je vais vous donner un avis très personnel. Je considère effectivement que la réforme du baccalauréat ne va pas dans la bonne direction et qu'elle a des effets de bord qui sont, à mon avis, assez néfastes, notamment sur l'accès à des métiers scientifiques pour les femmes, puisqu'en fait, on déshabille la force des sciences au lycée en l'état. Donc, est-ce qu'on pourra revenir dessus? Oui, à l'évidence. Est-ce que c'est une volonté du pouvoir politique en place? Je ne le crois pas, hélas, pour le moment. Ah bon, il n'y a pas de volonté de revenir dessus? Écoutez, on voit bien que le ministre actuel, il est dans la droite ligne de la réforme Blanquer. Il n'y a pas eu depuis une année une volonté de redire on s'est un peu planté, on va corriger le curseur dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'insertion professionnelle des jeunes. Mais on voit bien, hein, jadis, il y avait beaucoup plus de femmes qui passaient des bacs scientifiques, et il y avait un effet ciseau, parce qu'après, elles lâchaient après bac plus 2. Oui, c'est vrai. Et quand on regarde effectivement les grands centres de recherche scientifique en France, l'INRS, l'Institut Pasteur, il y a beaucoup moins de femmes en responsabilité dans des têtes de département, alors que quand elles arrivent, elles sont plus nombreuses. Ce qui prouve bien qu'on a une carence profonde en France. On continue? Mesdemoiselles.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Capucine Lemoine, je suis en 2e année à l'ESCA, donc l'école de management, sur le campus de Lyon. Et j'avais une question aujourd'hui en lien avec notre étude à nouveau. On a étudié les réponses des étudiants concernant les carrières professionnelles et les freins lesquels pouvaient ressentir au moment de l'embauche. Et il est apparu que 54% des étudiantes pensent que leur genre est encore un frein dans leur carrière professionnelle. Comment faire changer les choses? Déjà avoir confiance en soi et en confiance en des choses, parce que si les étudiantes elles-mêmes commencent à s'auto-limiter et à considérer que c'est pas pour elles ou que ça va être compliqué, ça me paraît effectivement assez compliqué. Après, on ne pourra pas, à mon avis, échapper à la question des nouvelles conditions de travail. Le travail change en France, ce n'est pas l'objet de la journée, mais le travail au XXIe siècle, notamment pour les nouvelles générations, n'est plus le travail du XXe, notamment pour les femmes. Donc si on ne modifie pas, et là j'ouvre un autre champ, pour une autre salle, pour un autre débat, la question de la place du travail, de l'organisation du travail au cours de la semaine avec une compatibilité avec la vie privée, on n'y arrivera pas. Je crois effectivement qu'on n'y arrivera pas. La France doit beaucoup bouger sur ce sujet-là. Alors c'était l'objet du débat qui était juste avant vous, l'avenir du travail. Il est essentiel. Eh ben oui, bien sûr. Et puis ça pose des questions sur le partage de la valeur, sur la qualité du travail, sur l'organisation. Bref, on n'en a pas fini. Rendez-vous l'année prochaine. On continue avec vous, mesdemoiselles. Alors, bonjour, moi c'est Camille Suarez. Donc, je suis étudiante au sein de Ascensia Business School à Marne-la-Vallée. Je suis en master RH et j'ai eu l'occasion du coup d'effectuer mes études en alternance, donc dans différentes entités, différentes entreprises, sur différents secteurs pour le coup. Et j'ai pu me rendre compte que selon le secteur et selon l'activité des entreprises, la parité, en fait, elle était mise en place, on va dire, de manière assez différente. Et donc, quelles solutions et quels conseils vous pouvez nous apporter en fait pour pallier à ça? Alors moi, je vais vous poser une question. Quels étaient les 2 secteurs ou les 3 secteurs dans lesquels vous avez travaillé? Alors, j'ai eu l'occasion d'être dans une entreprise dans le BTP. Actuellement, je suis dans une entreprise qui est dans le secteur de la publicité et de la communication. Et j'ai aussi été dans une entreprise qui est dans le secteur de l'assurance et de la banque. J'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure à la première question de Mehdi. C'est les branches professionnelles qui doivent se dire c'est fait pour toutes, il n'y a pas de métier genré. Il y a peut-être des conditions de travail qui exigent peut-être plus de respect d'une capacité humaine, mais si effectivement, au cœur même des filières professionnelles, il y a des blocages ou des interdits, on n'y arrivera pas. Le sujet, il est là. Ce n'est pas forcément la loi qui fera changer les choses. Il faut dire les choses. Le député, il n'a pas forcément toute baguette magique. C'est surtout à celles et ceux qui font la valeur économique de ce pays, les entreprises, les partenaires sociaux, les syndicats, de trouver les leviers pour effectivement donner une place supérieure aux femmes, à la fois dans des postes à responsabilité, dans des trajectoires professionnelles, avec des carrières qui vont de l'avant, avec, j'allais le dire, des rémunérations qui s'accroissent. Mais vous voulez qu'on prenne une loi pour dire dans le BTP, on vous met un quota de temps de femmes? Il y a quand même là, quelques lois qui sont passées. Oui, il y a des lois, mais je vous l'ai dit, je crois effectivement, pour faire péter un certain nombre de carcans, il faut la loi. Après, je n'ai pas envie d'être dans une société trop dirigiste. J'espère qu'on sait encore faire bouger les lignes. Je crois en l'esprit de responsabilité, l'esprit d'initiative de ce pays, notamment des entreprises et des jeunes qui vont les pénétrer. Voilà un petit peu la chose. C'est surtout demander aux branches de prendre le sujet à bras-le-corps. C'est vrai qu'elles peuvent s'organiser. C'est les entreprises en réalité. Hein. Vous appelez les entreprises à plus de responsabilité. Enfin, en tout cas, c'est la ligne qui est la mienne. Faisons leur confiance, évitons quand même de leur apporter trop de contraintes, mais challenger. Il faut challenger les entreprises. Oui, on avait un débat sur les seniors, puisqu'on est en train de réfléchir à l'index senior après l'index Pénicaud, qui est coercitif. Hein, comme vous le savez, l'index senior pourrait lui aussi l'être. Ça ne l'est pas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'injonctions auprès des entreprises. Mais après tout, c'est le sens de l'histoire. Bonjour à tous. Je suis Lina Hariri, en master à l'ESMA, du coup une école de collège de Paris. Et dans les écoles de management de gestion, on nous apprend dès les premières années que les questions relatives aux projets familiaux, notamment les grossesses, sont illégales et interdites. Malgré ça, c'est toujours récurrent dans les entretiens d'embauche. Et je voulais savoir quelles mesures vous pourriez mettre en place pour éviter aux femmes de vivre ça et du coup favoriser l'aspect inclusif dans les entretiens d'embauche. Il y a un phénomène qui se développe, c'est le télétravail. Et peut-être que pour les mamans qui donnent vie, qui ont des nouveau-nés à la maison, adapter un télétravail plus aisé, peut-être le rendre obligatoire pour qu'elles puissent se rendre compatibles, notamment en allaitement maternel,
avec la reprise du travail. C'est une première voie. Je l'avais déposée par voie d'amendement en 2021 lorsque nous avions eu un débat. Une autre solution, c'est de démultiplier encore et toujours les places de crèche ou de garderie. On sait bien qu'il y en manque. Et comment voulez-vous qu'une famille, et je ne parle pas que des femmes, une famille puisse avoir un projet professionnel tant pour le père ou la maman si effectivement il y a une impasse par rapport à la prise en charge de l'enfant. Donc le développement d'une vraie politique familiale avec la multiplication des nombres de capacités de prendre en charge les nourrissons et les jeunes enfants me paraît indispensable. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit obligatoire, le télétravail obligatoire. En fait, c'est une idée. Il y a des entreprises qui refusent le télétravail. Ouais. Non, mais si, c'est une réalité. Il y a des entreprises qui refusent le télétravail. Il y a des entreprises qui refusent le télétravail, alors que globalement, sans mettre à mal leur production ou leur productivité, ça serait accessible. Ne faut-il pas, effectivement, pour les jeunes mamans qui viennent de donner naissance à un enfant, leur permettre, effectivement, d'avoir pendant quelques semaines du télétravail, ce qui leur permet de développer la prise en charge de leur enfant, de leur bébé, si le cas échéant de poursuivre un allaitement maternel. L'entreprise y trouve son compte puisqu'elle retrouve sa ressource humaine, la maman est satisfaite, le bébé il est satisfait. La dernière question est pour vous, mesdemoiselles. Oui, du coup, bonjour, je m'appelle Amina Boussofara, je suis en Master 1, je passe en Master 1 à l'EDEC et je suis présidente de l'association féministe de l'EDEC, appelée EDEC Inspiring Women. Bon, l'adjectif féministe qui fait encore aujourd'hui, qui divise beaucoup. Je tiens à préciser que ce n'est pas une guerre des genres, mais une égalité des sexes. Donc j'aimerais bien rebondir avec vous concernant la parité politique. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on a une parité, je dirais, quantitative en termes au sein même du gouvernement, sauf que cette parité quantitative n'est pas qualitative, étant donné que 4 des 5 ministères régaliens sont dirigés par des hommes. Donc j'aimerais bien connaître votre avis concernant ce que le Haut Conseil d'égalité des femmes-hommes avait mentionné dans sa recherche publiée le 5 juillet 2022 concernant la parité politique, notamment sur ce qu'on appelle l'acte 2. Donc concernant... Alors, voilà. Je me nourris assez largement des... Attendez, précisez, parce que moi... Le Haut Conseil à l'égalité... L'acte 2 L'acte 2, en gros, c'est faire des lois qui vont protéger cette parité et non pas juste la favoriser. Là, nous avons des lois qui favorisent la parité, mais nous avons également besoin de lois qui vont la protéger dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis. Le Haut Conseil à l'égalité est une très belle entité en France qui, effectivement, est force de proposition. Forcément, il y a une forme de militantisme, mais le militantisme, c'est important. Après, je vous trouve un peu sévère. Un gouvernement quantitatif mais pas qualitatif. Vous direz ça à Madame Grandjean qui va venir, je crois, tout à l'heure. Moi, je lui dis rien. Que c'est le quota faible. Je le trouve un peu sévère. Mais Mina, restez là. Madame Borne est Première ministre, Madame Lagarde, dont je parlais tout à l'heure, était ministre des Finances. Il arrive que des femmes, et tant mieux, naturellement, soient à la tête de très belles administrations d'État avec de très belles politiques publiques à conduire. Là encore, est-ce que c'est à la loi d'exiger que la justice doit aller à une femme une fois sur deux, l'intérieur doit aller à une femme une fois sur deux? Je pense qu'on rentrerait dans une société, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai de la société. Que la loi impose déjà des choses majeures. Conseil municipal, même des petites communes, un homme, une femme, avec même dans les adjoints au maire, un homme et une femme à chaque fois. Après, effectivement, c'est au maire de ne pas confier forcément les affaires sociales à une femme. Une femme, elle peut être adjointe aux travaux. Une femme pourrait être adjointe à beaucoup d'autres choses. Mais j'ai confiance. Je vous assure, moi, en l'espace de 10 ans, j'ai vu que sur ces sujets-là, la France bougeait quand même beaucoup. Et je pense qu'on aurait fait ce débat il y a 10 ans, on serait parti de beaucoup plus bas, avec vraiment des défis beaucoup plus grands. Donc le défi mérite d'être poursuivi. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein d'énergie pour plein de choses. C'est parfait. Mais je pense qu'il faut rester très confiant. Ah oui, non, je le suis, sincèrement. Et on voit une nette amélioration, même au sein des écoles de commerce. Si je prends l'exemple de l'EDEC, aujourd'hui... Si je prends le rôle des présidentes, on est à peu près plus de 57% à être présidente. Donc il y a déjà une amélioration et c'est bien, mais il faut continuer, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et ce n'est pas du tout sévère ce que je voulais dire. J'ai bien vu que vous êtes une militante. Mais je pense qu'elle a encore quelques années devant elle pour nous marquer à la culotte, nous challenger. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous, on a tenu à peu près les délais. Merci Gilbert. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un.
Pour réussir cette transformation, Il nous faut de l'ambition. sur tous les sujets qui comptent, C'est à nous d'agir. ensemble, faisons bouger les lignes.